La TVT au cœur de l'information. Le secteur de l'éducation au Togo vient de présenter ses statistiques de 2020-2021, objectifs renseignés sur l'état du système éducatif et son évolution dans le temps. Les détails à suivre en début de ce journal. Pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de faire le dépôt de leur dossier de candidature au concours général de recrutement de fonctionnaires, eh bien, vous avez encore quelques jours pour le faire. Le ministre de la fonction publique vous accorde jusqu'au 14 janvier 2022 pour vous faire enregistrer. Les réactions dans ce journal. Et puis, bras de fer entre la CEDEAO et la junte malienne, le gouvernement du Mali condamne énergiquement les sanctions de la CEDEAO et rappelle ses ambassadeurs. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Les statistiques sur l'état de l'éducation au Togo ont été présentées ce jour par le ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat. C'est la première présentation des statistiques scolaires de 2020-2021. Une démarche pour permettre une éducation de qualité à tous les niveaux. Elia Gbanyadaou. Parvenir à une éducation primaire universelle en donnant la chance aux apprenants de se scolariser sur au moins 10 ans. Le ministère des Enseignements passe ici à la première présentation des statistiques scolaires de 2020-2021. Il s'agit désormais de produire annuellement des statistiques pour rendre compte des progrès réalisés et les défis à relever. Depuis un moment, on est au-delà de 100%. Actuellement, on a un taux brut de scolarisation de 126%. C'est pour dire que normalement, tous les enfants en âge d'être à l'école, ils sont pratiquement. Et en plus, ceux qui sont en retard, qui ont connu quelques redoublements, ils sont également. Et ça nous permet de voir que le Togo tend vers l'atteinte de l'ODD 4. Nous avons des cibles à atteindre chaque année en ce qui concerne la scolarisation. Donc cela permet d'évaluer le système pour savoir si les cibles qui ont été projetées sont effectivement atteintes. Si ces chiffres ne sont pas atteints, là, il faut réfléchir à comment réorganiser les actions sur le terrain pour que les cibles qui sont fixées soient atteintes. L'UNICEF, chef de file des partenaires techniques et financiers du secteur de l'éducation, apporte son appui pour une prise de décision judicieuse. Ceci pour une éducation de qualité à tous les niveaux. Donc, depuis plusieurs années, le département en charge de l'éducation donne l'opportunité de la plus large diffusion possible des résultats de cette collecte de données, mais également aide à vraiment réajuster et à recentrer à juste titre les actions nécessaires, à prendre les mesures correctrices nécessaires pour aller de l'avant, pour assurer, garantir aux enfants, à toutes les filles et à tous les garçons, une éducation de qualité. Beaucoup de progrès ont été réalisés dans l'enseignement. La suppression des frais de scolarité et frais d'inscription aux examens font partie des mesures mises en œuvre pour le bien-être des apprenants. On en vient à présent à ce communiqué du ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social, Gilbert Bawara, qui informe qu'en raison de l'affluence que continuent d'enregistrer les différents centres de dépôt de dossiers de candidature au concours général de recrutement de fonctionnaires pour le compte de l'administration publique, la date limite de dépôt des dossiers initialement fixée au vendredi 7 janvier 2022 est prorogée au vendredi 14 janvier 2022 à 17h00. Une bonne nouvelle donc pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de faire leur dépôt de dossier de candidature en raison de l'affluence que continuent d'enregistrer les différents centres dédiés pour la circonstance. Les potentiels candidats se prononcent sur la question. Propos recueillis par Marie-Reine Abeta et Edwige Atapa Bassabi. Pour moi particulièrement, c'est une bonne décision dans la mesure où certains ont déposé leur casier judiciaire ou bien leur attestation
La demande n'est pas encore sortie. Nous espérons que le gouvernement prenne la majorité des candidats. C'est une bonne décision du gouvernement pour qu'on reporte cette dépôt de la candidature. Et là, ça va permettre au moins à un grand nombre de faire le dépôt pour passer le concours. Cette décision a été vraiment une bonne initiative. Ça permettra à certaines personnes de se préparer pour pouvoir déposer leur dossier. Vu l'affluence au dernier moment, il fallait quand même que le gouvernement essaie de trouver une solution par rapport à ça. Les premières semaines, nous avons constaté qu'il n'y avait pas d'affluence. Comme quoi, il y avait problème de casier judiciaire, des diplômes. Et il faut aussi souligner que les gens n'avaient pas bien lu l'arrêté, puisqu'il y avait dans l'arrêté des précisions qui étaient données. Bon, vu vraiment cette affluence, je crois que le gouvernement a décidé de prolonger d'une semaine pour permettre à tout le monde de tenter sa chance. Le gouvernement trouve ou cherche toujours à trouver une solution par rapport à la jeunesse. Et c'est dans ce sens qu'ils ont lancé un concours pour que les jeunes diplômés puissent trouver du travail. Faire du Togo un hub logistique de haut niveau, c'est l'ambition portée par le gouvernement dans la mise en œuvre de sa feuille de route. Une feuille de route qui prend en compte le secteur des transports, surtout aériens, avec en ligne de mire la poursuite de la redynamisation de la plateforme aéroportuaire de Lomé. Que compte faire concrètement le gouvernement pour l'atteinte de cet objectif? Les explications dans ce dossier réalisé par Ulrich Amega. L'aéroport international général Gnassingbé Eyadema de Lomé, l'une des forces de la croissance économique du pays. Par ici, transitent annuellement plus d'1 million de passagers vers diverses destinations à travers le monde. Un dynamisme qui illustre les efforts des plus hautes autorités du pays de faire de la plateforme aéroportuaire de Lomé un hub de référence. Une volonté exprimée dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025. La compagnie panafricaine Askai reste un atout pour le pays. Askai constitue aujourd'hui la pièce maîtresse de cette politique et de cette stratégie du gouvernement. Le gouvernement envisage de prendre part au capital de Askai, de sorte à ce qu'on puisse renforcer les fonds propres de cette compagnie et lui donner tous les moyens opérationnels pour pouvoir faire véritablement de notre aéroport de la solution. De grandes ambitions nourries pour le transport aérien togolais. Le gouvernement veut maintenir le cap. Il y a des projets de centres de formation de pilotes, des centres de maintenance qui sont en cours d'études. Et en même temps, si l'aéroport est un hub, il faut un hôtel de transit à l'aéroport, de sorte à ce que vraiment ce soit quelque chose de très structuré en termes de hub aérien. Bien au-delà du transport aérien, les transports routiers, ferroviaires et maritimes demeurent prioritaires. Des études sont en cours avec des investissements en vue pour une redynamisation en partenariat avec le secteur privé. La transformation structurelle de l'économie togolaise en dépend. L'extrémisme violent gagne du terrain dans le monde et l'Afrique de l'Ouest notamment n'est pas épargnée. Les efforts se font dans chaque pays pour une lutte efficace contre ce fléau qui constitue aujourd'hui un frein au développement. L'Association des cadres musulmans du Togo accompagne le gouvernement dans ce sens. Elle vient de lancer un projet intitulé « Engager les leaders religieux dans la prévention de l'extrémisme violent dans la région des savanes ». Gérard Lagoudou. Les leaders religieux déterminés à jouer leur partition dans la prévention de l'extrémisme violent. Un mal qui gagne du terrain notamment dans la sous-région ouest africaine et l'association des cadres musulmans au Togo ne compte pas baisser les bras face à cette menace nuisible à la paix, à la cohésion sociale et surtout au développement. En témoignent les différentes attaques récentes qui ont eu lieu à Pendjal pour le Togo, au Burkina, au Bénin et au Niger.
c'est une menace qui doit nous interpeller. Et la réponse à cette interpellation s'est traduite ici par le présent projet de renforcement des capacités des leaders religieux de la région des Savanes sur la prévention de ce fléau. Il a pour mission d'amener les participants à s'inscrire davantage dans une dynamique de lutte efficace et collective contre l'extrémisme violent. La particularité vraiment ici, c'est de montrer à tout le monde et aussi à ces religieux qu'ils ont un rôle particulier à jouer dans la prévention de l'extrémisme violent, parce que ce sont eux qui sont aux côtés de leurs fidèles, ce sont eux qui utilisent les textes sacrés. Le premier module porte sur le radicalisme religieux, pour qu'on puisse comprendre le phénomène, qu'on sache que le phénomène n'est pas un phénomène automatique, c'est un processus. Le deuxième module porte sur la menace de l'extrémisme violent, puisque on a regardé pendant longtemps, c'était très loin. Aujourd'hui, c'est à nos portes. Donc, il faut qu'on explique cette menace pour que les gens puissent bien la comprendre, l'identifier et faire en sorte que la menace s'arrête là où elle est aujourd'hui parce que c'est déjà trop. Un autre module porte sur la famille, puisque quoi qu'on dise, à la base, notre psychologie, c'est que nous sommes, la famille joue un rôle là-dessus. Le projet a pris en compte 50 leaders religieux musulmans et chrétiens, puis des élus locaux pour le compte de la préfecture de Thônes. Soutenus par l'USAID, les mêmes travaux sont également prévus pour la préfecture de Saint-Cassé dans les prochains jours. Et les participants sont appelés à servir de relais d'information au profit de leurs fidèles. Et ces derniers, à leur tour, se chargeront de partager les mêmes acquis au sein de leurs communautés respectives. L'actualité, c'est également la pandémie de Covid-19 et cette information de dernière minute, l'existence de Delta Cron, une fusion de Delta et Omicron, est très probable selon un virologue de Chypre. Interrogé sur une possible mutation, des scientifiques français assurent que cette découverte est parfaitement possible. En savoir un peu plus avec Abouza Dadja et Ulrich Amega. Le Covid-19 n'a pas encore dit son dernier mot dans ces manifestations. Un nouveau variant serait découvert. Delta Cron, c'est le nom du possible nouveau variant qui serait la combinaison des variants Delta et Omicron. Selon des scientifiques français, cette découverte est parfaitement possible. Il semble être parti de Chypre, selon l'annonce faite par Leondios Kostrekis, professeur de sciences biologiques à l'Université de Chypre. Selon ce dernier, il existe actuellement des co-infections Omicron et Delta. D'après le Cyprus Times, journal chypriote, 25 cas ont été identifiés, dont 11 proviennent de personnes hospitalisées à la suite d'une contamination au Covid-19. Dans les colonnes du journal, le médecin avance que la fréquence des mutations était plus importante parmi ceux qui sont à l'hôpital, ce qui peut conduire à penser qu'il y a une corrélation entre Delta Cron et les hospitalisations. Ce nouveau variant sera-t-il plus pathologique ou plus contagieuse que les autres? En attendant la réponse à cette grande interrogation, le respect des mesures de prévention doit être de rigueur. Et à ce jour, lundi 10 janvier 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 34 385, 169 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 27 291, 232 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 6 840 et le nombre de décès est de 254. Et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Une autre maladie non négligeable dont on ne parle pas très souvent, le gros cœur, c'est l'une des causes de la mort subite que connaissent certains sportifs de haut niveau, par exemple. Des personnes ordinaires ne sont pas non plus exclues. Alors, comment prévenir la maladie du gros cœur? Éclairage, Chaznambaga. Le gros cœur ou cardiomégalie, comme son nom l'indique, est une augmentation pathologique du volume du cœur. En 2014, il est à l'origine de 60% des insuffisances cardiaques et 12% des insuffisances cardiaques chez la femme enceinte. Entre 2012 et 2016, le gros cœur a contribué à 10% des hospitalisations au centre hospitalier universitaire de Lomé.
c'est une affection bénigne aux origines diverses. Il peut s'agir des maladies congénitales ou héréditaires. Il peut s'agir de l'hypertension artérielle, du diabète, de la grossesse, des infections cardiaques, donc qui peuvent être virales ou bien bactériens, ou bien un dysfonctionnement de la glande thyroïde. Nous avons aussi l'arythmie. L'anémie aussi peut être une cause de gros cœur. Le surpoids peut être une cause de gros cœur. La sédentarité, donc le manque d'activité physique aussi, peut en être une cause. L'abus d'alcool, du tabac ou bien de stupéfiants, ou bien le stress aussi extrême, dans certains cas, est une cause de gros cœur avec manifestation d'insuffisance cardiaque. Il existe 5 différents types de gros cœur qui affectent les parois du myocarde, les ventricules, les oreillettes ou l'enveloppe qui entoure le cœur. Que ce soit dans l'un ou l'autre cas, la cardiomégalie est reconnaissable par un faisceau de symptômes. Le gros cœur peut rester asymptomatique pendant longtemps, jusqu'à ce que le cœur se fatigue et dès que son fonctionnement est entravé, apparaissent les signes. Donc là, on va tomber dans le cas d'insuffisance cardiaque. Donc l'insuffisance cardiaque va se manifester par, comme maître symptôme, l'essoufflement. Donc il y a l'essoufflement ou la dyspnée. Donc qui est au début une dyspnée d'effort ou bien un essoufflement d'effort inhabituel qui va progresser et puis devenir une dyspnée ou bien un essoufflement de repos ou bien nocturne. Il peut y avoir aussi la toux avec l'émission de crachats qui sont mousseux et qui peuvent être striés de sang. Nous avons également une fatigue intense. Les membres inférieurs aussi peuvent commencer par se gonfler. Les autres symptômes qu'on peut également avoir en cas de gros cœur, c'est les douleurs dans la poitrine, ou bien des palpitations, ou bien une perte de connaissance. La plupart du temps, quand ces symptômes apparaissent, c'est que le mal a déjà évolué et fait beaucoup de ravages, d'où la nécessité du dépistage précoce. La prévention du gros cœur se résume au dépistage précoce du gros cœur d'origine génétique. Parce que le plus souvent, c'est les causes génétiques là qui donnent des gros cœurs asymptomatiques, qui restent longtemps sans signe. Ou bien la prévention aussi, c'est de lutter contre toutes les maladies cardiovasculaires. Il faut effectuer un diagnostic de cardiomégalie ou bien de gros cœur en cas de pratique sportive à effort intense. Il faut déjà anticiper parce que c'est ça qui est souvent la cause des morts subites sur les stades. Marc-Vivien Fouet, en juin 2003, et plusieurs autres athlètes de haut niveau ont perdu la vie sur les terrains de sport suite à la mort subite causée par le gros cœur. Néanmoins, il est possible d'éviter cette fin tragique si un dépistage précoce est fait. Dans ce cas, le gros cœur peut se soigner et guérir totalement avec un traitement adéquat. Mais au stade d'insuffisance cardiaque, la prise en charge consiste à améliorer la qualité de vie du patient, augmenter son espérance de vie, éviter et traiter les complications éventuelles. À l'étranger, le Mali écope de très lourdes sanctions. La CEDEAO a frappé fort. Après les sanctions, le Mali rappelle ses ambassadeurs et ferme ses frontières. Droit dans ses bottes, le colonel Maïga contre-attaque. D'ores et déjà, sur la base de la réciprocité, le Mali décide de rappeler ses ambassadeurs accrédités dans les États membres de la CEDEAO et de la fermeture de ses frontières terrestres et aériennes avec les États concernés. Une réponse à la décision prise quelques heures plus tôt par la CEDEAO. Fustigeant le manque de volonté politique des autorités de transition, l'organisation régionale a très vite placé le pays sous embargo en décidant la fermeture des frontières, la suspension des échanges non nécessaires, le blocage des aides financières, le gel des avoirs auprès de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest ou encore le rappel des ambassadeurs. La pression est donc mise sur Bamako, ou plutôt sur cet homme, le colonel Assimi Goïta. Lorsqu'il s'est imposé par la force en août 2020,
Le militaire s'était engagé à rendre le pouvoir aux civils début 2022. Un scrutin législatif et présidentiel devait même se tenir en février prochain, mais l'armée a fait volte-face et souhaite se maintenir encore 4 ans à la tête du pays. L'autorité estime que le calendrier proposé pour une transition est totalement inacceptable. Ce calendrier signifie simplement qu'un gouvernement de transition militaire illégitime prendra le peuple malien en otage pendant les 5 prochaines années. Pour tenter de justifier ce revirement, le colonel Goïta invoque la situation sécuritaire du pays et il ajoute qu'aucun scrutin ne pourra se tenir tant qu'une série de réformes n'aura pas été menée. En bref, concernant le Mali, toujours selon des sources proches des autorités militaires françaises, 450 mercenaires du groupe Wagner seraient déjà déployés au Mali, dont 200 à Ségou, à 200 km au nord-est de Bamako, sur le fleuve Niger. Retour au Togo et cap sur Inaba, à Bassar, où les femmes de cette localité ont bénéficié d'une formation sur la transformation et la conservation de la tomate fraîche. Une initiative de l'ONG Comites pour permettre de consommer la tomate tout au long de l'année à la maison. Nestor Mouzou. Le Comité international d'éthique et de solidarité a créé à Inaba, dans le canton de Kalanga, à quelques encablures de la ville de Bassar, le centre de promotion de l'agriculture durable et de l'entrepreneuriat. Au CEPAD, le comité travaille avec les femmes en mettant l'accent sur le maraîchage et la tomate est l'une des principales cultures. À des moments donnés, la tomate y est abondante, ce qui fait que les femmes sont confrontées aux problèmes de conservation. Cette situation a amené le comité à réfléchir et à trouver une solution. Raison pour laquelle, avec son partenaire Canopter France, ils ont entrepris cette formation sur la transformation de la tomate en purée. Nous sommes dit, mais est-ce qu'il ne faudrait pas faire la promotion donc, de la conservation donc, de cette denrée alimentaire abondante pour une période d'année, mais rare aussi à une période donnée. Alors il faut faire en sorte qu'on peut transformer cette denrée, cette tomate, pour pouvoir donc, la conserver plus longtemps. Et pouvoir donc la rendre plus disponible au moment où elle devait être rare et très chère. On avait fait le point ensemble sur les données techniques de la formation et moi je suis juste là en appui pour donner quelques petits conseils complémentaires pour affiner le contenu de la formation. Mais non, le contenu est très très bien. Plus de 100 femmes de Inaba ont bénéficié de la formation. Elles estiment que cette formation leur sera d'une grande utilité. Je suis très contente parce que ça va m'aider à transformer mes tomates en purée pour pouvoir manger et vendre, gagner de l'argent pour supporter ma famille. Surtout, nous produisons beaucoup de tomates. Mais comment écouler ces tomates en période de récolte, cela est difficile. Donc, ils nous ont formés comment transformer ces tomates, conserver cela. Nous pouvons vendre ces tomates, gagner de l'argent pour aider nos maris à supporter nos enfants et pour être bien épanouis. Dans le prolongement de cette initiative, une unité de transformation sera mise en place. C'est dans cette perspective que ce bâtiment a été construit au sein du CEPAD. La 18e édition de la soirée des couples amoureux a eu lieu ce dimanche à Lomé, soirée organisée par la Convention Baptiste du Togo dans le respect strict des mesures barrières. Objectif, permettre aux couples de raviver la flamme de leur amour devant Dieu et devant les hommes. Edwige Atakpa Bassabi, Clarisse Aticlé. Sur des chansons d'amour et dans un décor glamour, des couples confirmés vont à la conquête du raffermissement de leur relation. Dans le meilleur ou dans le pire, ils sont appelés à partager leur alchimie et entente de leur premier jour de relation. Comment réussir ce pari? Des approches de solutions sont portées à cette soirée dînatoire. Jeunes et anciens, chacun a pu tirer le meilleur pour mieux rendre heureux son conjoint afin de l'avoir toujours à ses côtés. Généralement, lorsque nous venons ici, nous trouvons de force pour continuer nos vies de couple.
Et la flamme d'amour est ranimée. Mon épouse et moi, nous sommes en train de faire la 21e année ensemble. Et Dieu nous a bénis avec 3 enfants. On nous a fait compter chaque fois cet événement. Et ce soir, nous aussi, nous avons pris part. Et vraiment, c'est un événement. Et j'ai trouvé l'événement, waouh, j'ai trouvé l'ambiance très festive. J'ai senti l'amour, tout a été au comble au niveau donc de l'amour. Que nous devons fonder notre famille, notre foyer sur l'amour, le pardon surtout, et qu'il doit avoir une bonne harmonie vis-à-vis donc de la belle famille. La stabilité dans le foyer et l'harmonie avec la belle famille, un sujet d'actualité revisité ici. La finalité est de permettre aux couples de mieux s'épanouir et entretenir de meilleures relations avec leurs belles familles respectives. La spéciale soirée des couples amoureux est une vision pour rallumer la flamme du premier amour dans le foyer. Nous accompagnons les couples, surtout quand nous venons comme ça là, nous voyons ceux-là qui ont encore des problèmes et on les suit pour que vraiment ces foyers soient restaurés. Des jeux et d'autres activités ont marqué également cette soirée. Les promoteurs l'ont voulu ainsi pour aider les foyers à briser le plafond de verre autour de leur vie quotidienne. Ceci pour leur permettre de retrouver leur flamme des premiers jours. Sport football pour terminer. Deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Cameroun 2022. 4 matchs ont meublé la journée. Le premier, Sénégal-Zimbabwe, classé parmi les favoris de la CAN 2022. Les Lions de la Teranga du Sénégal peuvent souffler après avoir gagné leur premier match face au Zimbabwe sur le score de 1-0. En l'absence de nombreux joueurs pour cause de Covid, les coéquipiers de Sadio Mané ont manqué cruellement de réalisme face au but. La deuxième et la troisième rencontre du jour se sont disputées simultanément. En première position, la Guinée de Nabi Keita a pris le meilleur sur le Malawi grâce à un but d'Isiaga Silla qui solde le match à 1-0. De l'autre côté, et en deuxième position, le duel a opposé le Maroc au Ghana, les 2 favoris désignés du groupe C de cette 33e Coupe d'Afrique des Nations ont proposé un jeu beaucoup plus équilibré et le Marocain Soufiane Boufal a su exploiter une erreur ghanéenne pour inscrire le but de la victoire. Score final 1-0 en faveur du Maroc. La dernière rencontre du jour a opposé le Comore au Gabon. Notons que celle-ci s'est achevée sous une satisfaction de l'équipe gabonaise qui l'a remportée sur un score de 1-0 contre son adversaire. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée et à très prochainement.